Je coordonne le projet Live Sibyl que je vais vous présenter aujourd'hui. La présentation qu'on va faire, je vais la détailler un peu plus, ainsi que le programme. L'idée, c'est aussi d'avoir des temps de discussion après chaque outil qui sera présenté. Mais tout en gardant à l'esprit que de toute façon, je renverrai la présentation, tous les liens utiles, tous les protocoles utiles également. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas pu participer, il n'y a pas de problème. Je ferai suivre tous les éléments après coup. Et si vous avez des questions, il y a mes contacts qui s'afficheront à la fin. Et si vous n'avez pas le temps de les poser pendant la réunion, il n'y a pas de souci, vous pourrez me recontacter a posteriori. Donc aujourd'hui, c'est une formation qu'on va faire autour du guide du nettoyage raisonné des plages, l'application ICAO et l'application Marnova. Donc je vais vous en parler un peu plus en détail après. C'est des outils qu'on a développés ou améliorés dans le cadre du Live Sibyl. Mais déjà, je voulais commencer avec un peu une présentation déjà de la formation. Donc on va commencer par un créneau où je vais essayer de vous parler dans un premier temps de la pollution plastique, du projet Live Sibyl lui-même. Assez rapidement, je vais essayer de finir ça vers 17h45. Ensuite, on va enchaîner dans la foulée avec le guide du nettoyage raisonné des plages. Je vais vous parler un peu des cartes des risques également et essayer de nous dégager 10-15 minutes pour des questions. Et le dernier créneau, j'ai prévu 45 minutes, donc j'ai essayé de prévoir un peu large parce qu'on va parler de Marnova, mais surtout on va parler de l'application ICAO, donc on va arriver sur le réseau échange Sibyl aussi, et je me doute qu'il risque d'y avoir pas mal de questions. Donc on essaiera de se garder un créneau de 15-20 minutes idéalement pour les questions, donc j'essaierai de ne pas être trop long lors de cette présentation-là. Je précise pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver que la formation est enregistrée du coup. Donc voilà, elle sera après mise à disposition sur le site du projet Live Sibyl. Donc si ça vous embête qu'on y voit votre tête, vous pouvez couper votre caméra et moi je couperai à partir de là la formation. Ok, donc on peut commencer. Je vais vous parler très rapidement dans un premier temps des origines du plastique, puisque c'est aussi à partir de cette problématique-là qu'on a mis en place le projet Live Sibyl. Donc le plastique, concrètement, on en parle pas mal, notamment dans le cadre du projet Civil, mais qu'est-ce que c'est exactement? Donc il faut savoir que le plastique, on l'a découvert au début du XXe siècle. C'est un matériau qui est un polymère qui dérive directement du pétrole. Et c'est donc un polymère dans lequel on va rajouter des additifs derrière pour le rendre plus malléable, plus résistant, plus durable. C'est un matériau qui a eu un essor assez considérable sur la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle notamment, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, sa production augmente de manière croissante constamment. Tout simplement parce que justement, il y a ce côté durable, il est très peu coûteux et il permettait aussi la traçabilité et l'hygiène des produits. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve énormément en fait dans le secteur pharmaceutique, le secteur de la santé par exemple, ou le secteur agroalimentaire. Donc c'est des industries qui sont devenues très addictes à ce type de matériaux-là. Donc il a tous ces avantages-là qui font que pour l'industrie, c'est très intéressant de l'utiliser énormément. Le problème du plastique, je pense que vous en doutez un peu tous, c'est que on l'utilise de manière très éphémère. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la moitié du plastique est utilisée une seule fois et elle est jetée ensuite. On considère que la durée moyenne d'utilisation d'un sac plastique, alors qu'il prend moins d'une seconde à produire à la chaîne, c'est à peu près 20 minutes. Donc c'est-à-dire qu'on fait ses courses généralement, on utilise un sac plastique directement sur place qu'on récupère pour acheter des fruits ou des légumes et on le jette dans la foulée, donc c'est très très rapide. Il y a aujourd'hui près d'un million de bouteilles qui sont vendues chaque minute dans le monde. Et donc, l'autre problématique de cet usage éphémère qui vient s'ajouter à cet usage éphémère, c'est sa persistance qui est en fait éternelle, tout simplement. On estime sa durée de vie à 450 ans, mais comme on l'a découvert beaucoup trop récemment, on n'est même pas certain que le plastique se dégrade complètement à 450 ans. Et en réalité, on est quasiment sûr aujourd'hui il se détruit jamais complètement dans l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a un processus de fragmentation qui découle en fait de son exposition aux UV, au sel, à l'eau, au soleil, qui fait qu'en fait il va se fragmenter peu à peu, d'abord en macroplastique, puis en fait dans un fragment de plus en plus petits, jusqu'à se transformer en microplastique, puis en nanoplastiques qui sont invisibles à l'œil nu. On considère aujourd'hui qu'il y en a dans l'air qu'on ne voit même pas, donc des nanoplastiques qu'on va ingérer tout simplement en respirant. Il y a 8 millions de tonnes de ce plastique qui sont déversées chaque année dans l'océan, jusque dans la fosse des Mariannes, qui est donc le point de l'océan le plus profond connu à ce jour. Donc voilà, vous voyez bien un peu cette problématique-là et ce phénomène potentiel de retour à l'assiette qui provient du coup justement de cette notion de fragmentation. Plus le plastique se fragmente, plus différents animaux, mammifères marins, oiseaux marins sont en fait à même de l'avaler, de l'ingérer sans s'en rendre compte, en même temps qu'ils vont avaler ou ingérer des proies. Et derrière, nous, en fait, on consomme des poissons, on va consommer des produits issus de la mer, on va donc ingérer du plastique par ce biais-là, mais aujourd'hui, pas uniquement par ce biais-là. On ingère également du plastique, par exemple, on en trouve dans le sel de table. Il y a des traces dans le sel de table, il y a des traces dans la bière également.
Il y a du plastique un peu partout dans notre alimentation et on considère à peu près grossièrement que un humain avale l'équivalent d'une carte bancaire de plastique par semaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette grosse problématique-là? Donc, il faut savoir aujourd'hui que ces effets sont inconnus sur l'organisme. On connaît quand même des effets qui sont assez négatifs, mais tous ces effets ne sont pas connus parfaitement. Donc, il y a encore pas mal de travail à faire de ce point de vue-là. Aujourd'hui, la meilleure solution, en fait, c'est d'essayer de réduire la pollution à la source. C'est vraiment l'objectif principal quand on parle de plastique, à mon sens. Il y a des politiques publiques récentes qui ont été mises en place. Au niveau européen, on a eu la directive sur les plastiques à usage unique qui a été transposée en 2021, qui a notamment interdit à la vente les pailles en plastique à usage unique, les cotons-tiges, etc. On est également en ce moment même dans des négociations à l'international pour un accord qui serait juridiquement contraignant pour mettre fin au plastique. Donc c'est des négociations qui ont cours en ce moment. À notre échelle individuelle, il y a la règle des 5 R qu'on peut appliquer. Donc, la règle des 5 R, ça commence par refuser, réduire et réparer, et réutiliser, réemployer, et recycler qui vient en dernier lieu, parce que le recyclage, évidemment, qu'il faut l'utiliser et s'en servir comme outil quand on consomme des déchets plastiques. Mais malgré tout, si on peut éviter dans un premier temps de les consommer, bah, c'est encore mieux. Donc, on est vraiment dans cette logique de réduire aussi le plastique dans notre quotidien, privilégier des gourdes à des bouteilles plastiques, essayer d'utiliser des sacs réutilisables quand on fait des courses. Ça peut être refuser une paille aussi dans un bistrot, peu importe. Et enfin, avec une dernière notion que je voudrais aborder avant de passer au projet civil, méfiez-vous des produits qui aujourd'hui vous sont vendus comme des sacs, par exemple, il y a eu pas mal ça, des sacs biosourcés ou exodégradables. Très souvent, ils sont constitués d'un plastique qui s'appelle le PLA, qui est dégradable uniquement dans des conditions industrielles. Et en réalité, ça peut même être assez retors parce que ça peut nous laisser à penser qu'on peut mettre un sac plastique exodégradable, biodégradable dans un compost, ce qui n'est pas le cas. Il y a toujours du plastique dedans. Donc, quoi qu'il arrive, privilégier réutilisable, essayer d'éviter l'usage unique au quotidien. Voilà pour cette petite parenthèse sur le plastique en général. Vous pouvez aussi soutenir des associations qui vont en fait essayer de travailler au niveau plaidoyer notamment pour faire changer les choses. Donc aujourd'hui, nous par exemple à la LPO, on développe beaucoup notre action au niveau du milieu marin. Donc on cherche à développer nos connaissances en mer, on travaille sur les aires marines protégées. On essaie d'accompagner les usagers de la mer et du littoral vers une réduction de leurs impacts. Donc, on a des projets tels le Pan Puffinus, par exemple, pour la capture accidentelle. Donc, autour de la pêche, par exemple, les sports et loisirs nautiques, qui peuvent occasionner beaucoup de dérangements. On essaie d'accompagner les collectivités. C'est un des pans, un des leviers d'action qu'on a, nous, dans le projet Life Civil. Les scolaires aussi, à travers la sensibilisation. C'est un levier auquel il faut croire, je pense, passer par aussi des enfants qui viennent sensibiliser les adultes, leur entourage. On va également essayer de participer à la définition des politiques publiques sur la mer, donc tout ce qui est plaidoyer de manière globale, on essaye de peser dans ces décisions-là. Et enfin, de lutter contre les pollutions, qu'elles soient hydrocarbures ou plastiques. Et vous l'aurez deviné, du coup, on va parler essentiellement de pollution plastique aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, le Life Civil, il vient s'intéresser à cette thématique de la pollution plastique avec deux constats. Un impact du plastique sur les espèces qu'on considère comme étant direct, donc il va être l'emmêlement, l'occlusion, l'intoxication, le fait pour en fait voilà un animal, un mammifère, un oiseau marin d'avaler du plastique, de s'étouffer avec ou de s'intoxiquer avec. Il y a une maladie très récente qui a été mise au jour par des chercheurs donc en Océanie. C'est une étude qui a été faite sur des puffins à pieds pâles et notamment sur les oisillons. On a découvert que l'ingestion de plastique chez ces oisillons-là provoquait à moyen terme en fait une déchirure de leur tissu, notamment stomacaux. Donc voilà, donc c'est une première piste qu'on a découverte tout récemment là il y a quelques mois, donc qui prouve aujourd'hui à quel point on connaît peu de choses sur les conséquences de l'ingestion plastique. Et il faut aussi développer beaucoup nos connaissances dans ce domaine-là, mais c'est en tout cas les premières pistes qu'on a sont pas très réjouissantes. Il y a aussi la notion donc d'impacts qui sont indirects, auxquels on va chercher à s'attaquer à travers le life civil. Donc ces impacts indirects, souvent, ils vont venir aussi, ils peuvent venir parfois du combat contre la pollution plastique.
donc notamment à travers les nettoyages, qu'ils soient mécaniques ou manuels, et qui peuvent avoir donc des conséquences sur la biodiversité de manière plus globale. Et en partant d'une bonne intention, sans parfois connaître forcément tous les enjeux biodiversité qu'il peut y avoir derrière, on peut se retrouver avec des impacts sur l'environnement qui sont pas souhaités à la base. Donc le projet Life Civil, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, a commencé en novembre 2021. Il se termine en septembre 2024. Et donc, on le coordonne ici à la LPO France. On a plusieurs partenaires, comme vous pouvez le voir sur la carte. On a l'Université de La Rochelle avec qui on travaille sur le projet. En Espagne, on a la CO qui est l'équivalent de la LPO au niveau du territoire espagnol. L'Université de Cadiz, qui est un partenaire scientifique au même titre que l'Université de La Rochelle. Ils vont faire des analyses sur les oiseaux marins échoués qu'on collecte. On va en parler un peu plus tard. Et la SPA au Portugal, donc pareil, équivalent de la LPO au Portugal. Le projet se découpe en quatre objectifs. Je vais essayer d'accélérer parce qu'on est déjà un peu en retard. Se découpe en quatre objectifs. Le premier, je vais pas du tout le développer parce que c'est en fait ce dont on va parler au cours de cette formation. C'est le développement de la donnée citoyenne, donc à travers l'application ICAO et à travers l'application Marnova, et une sensibilisation des parties prenantes et une meilleure coordination des nettoyages de plage. Donc là, on va parler du guide et de notre carte des risques qui est en ligne. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir on a fait pas mal de collecte de déchets. En France, on en a fait 6. On en a une septième qui arrive bientôt. 25 sur l'ensemble des sites pilotes avec plus de 500 bénévoles qui sont mobilisés et plus de 700 kilos de déchets qui ont été collectés. Le second objectif, qui est un peu le cœur du projet, c'est la mise en place d'un réseau d'échouage et d'analyse des oiseaux marins échoués. Donc cette mise en place, on veut la faire sur la côte atlantique. Il faut savoir qu'en fait, ça vient s'intégrer dans un travail qui est déjà réalisé en façade Manche-Mer du Nord par le groupe ornithologique normand, financé par l'OFB, coordonné avec le groupe ornithologique normand et l'OFB. Donc là-bas, on utilise le fulmar boréal comme espèce indicatrice. Donc c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, il y a des suivis qui vont se faire pour collecter des carcasses de fulmar boréal qu'on retrouve sur les rivages. Et ça permet après d'analyser ces carcasses-là. On les collecte et ensuite on va avoir un suivi de la pollution plastique. À terme, ça peut aussi nous permettre d'obtenir des données justement autour des impacts que peut avoir le plastique sur l'organisme de ces oiseaux marins-là. À savoir que ces suivis-là, il y en a également, par exemple, pour les guillemots de Troil, qui se font pour la pollution hydrocarbures. Et donc voilà, donc nous concrètement, ce qu'on va faire à travers le civil, c'est déployer ce travail-là qui se fait en façade Manche-Mer du Nord et trouver nos espèces indicatrices sur la côte atlantique, notamment française, à l'échelle du projet, mais du coup en France sur la côte atlantique. Et donc d'essayer d'analyser un maximum d'oiseaux marins échoués qu'on puisse retrouver. Donc c'est l'Université de La Rochelle qui s'occupe de ce travail-là. Et à terme, de en fait dégager là où les espèces qui sont le plus impactées par cette pollution. Voilà. Le troisième objectif, c'est d'identifier les sources de déchets et de travailler à leur réduction. C'est un travail qui est assez important également. Quand on parle de pollution plastique, c'est très important en fait de savoir de quel type de déchets est-ce qu'on va parler. Parce que les types de déchets vont varier aussi selon les zones. En Charente-Maritime, vous le savez sans doute, nous par exemple, on a beaucoup de déchets qui viennent de la conchyliculture, de l'ostréiculture, de la pêche également. Donc le fait de faire ce travail d'identification à la source des déchets va nous permettre d'axer aussi nos combats, par exemple dans le plaidoyer de voilà venir chercher un peu les industriels enfin qui sont responsables de la pollution plastique et d'essayer de travailler aussi avec eux et d'essayer de travailler avec les communes qui sont le plus impactées par un certain type de pollution. Donc on met en place des suivis de macro-déchets, donc qui sont des suivis OSPAR concrètement, en Espagne et au Portugal. Et en Espagne, on harmonise ces suivis avec ceux qui sont réalisés en France. On a une analyse de nanoplastique qui se fait avec le CEDRE. Je ne sais pas s'il y a des représentants du CEDRE aujourd'hui. On va également essayer de construire un diagnostic territorial avec plusieurs communes du parc naturel marin Essuyer-Gironde, mer des Pertuis. Donc voilà un peu l'idée de cet objectif-là. Et enfin, on a installé quelques bacs à marée grâce à l'expertise notamment de Théo, qui est donc une entreprise située à côté de La Rochelle, qui installe beaucoup de bacs à marée au niveau local. Il y a la communauté de communes d'Oléron également, qui en installe énormément sur l'île d'Oléron depuis pas mal d'années. Donc ils ont partagé gentiment leur expertise dans le cadre du projet avec les Espagnols. Et aujourd'hui, on a des bacs à marée qui s'installent en Espagne. On en a 6 déjà qui sont installés là sur les sites pilotes au nord. Le dernier objectif, c'est la sensibilisation et l'éducation, qui est un pan, je pense, très important autour de la pollution plastique, parce que c'est vraiment une problématique aussi sur laquelle on peut avoir une implication à l'échelle personnelle. On peut faire évoluer les choses aussi à notre niveau.
Donc, on essaie vraiment de travailler là-dessus. On fait des stands l'été, on implique des scolaires. Là, récemment, on a donc un animateur qui est allé dans des classes de CM et CE pour sensibiliser à toutes ces problématiques-là, faire des collectes de déchets avec eux. Donc, on a également un site internet, une page Facebook, et on a un Oiseau Mac Junior, une édition spéciale qui va sortir sur le Live Civil, normalement courant avril. Donc voilà. Et enfin, il y a des actions de suivi. Donc, je vais pas m'étendre là-dessus, mais notez juste que, par exemple, on participe au financement du suivi de la reproduction des gravelots. Et on a donc des opérateurs LPO qui font des suivis gravelots au niveau de la DT Poitou-Charentes notamment. Très bien. Donc, je vous propose de commencer directement. Je vais vous présenter le guide du nettoyage raisonné des plages. Je vais vous expliquer un peu son contenu. À l'issue donc de cette présentation, qui devrait se finir normalement vers 18h05, si je m'en sors bien, on va faire une petite session questions-réponses et après on passera à la suite. Donc, je vais essayer d'abord de vous donner quelques notions sur une collecte de déchets, comment préparer une collecte de déchets. Ensuite, quelques notions sur le guide du nettoyage raisonné des plages, en parlant notamment du gravelot, forcément vous vous en doutez, mais aussi des écosystèmes de la plage. Donc, tout d'abord, préparer une collecte de déchets. Donc là, c'est hyper logistique, mais voilà, je pense que c'est assez important s'il y a notamment des représentants et représentantes d'associations de collecte de déchets qui sont parmi nous. L'idée, dans un premier temps, c'est vraiment de s'y prendre à l'avance, donc au moins 2 mois avant l'événement, choisir son site, mais également le faire en fonction des enjeux environnementaux, de l'accessibilité de la zone, notamment du coup prendre contact avec les autorités locales sur place pour savoir si justement la zone est accessible. Toutes les zones ne sont pas forcément faciles ou même tout simplement ne sont pas autorisées pour une collecte de déchets, si elles font partie d'une réserve intégrale par exemple. Donc contacter les autorités locales pour vérifier un peu ces différents éléments-là, avoir les autorisations, s'organiser pour la gestion des déchets également en aval. Ensuite, la mobilisation bénévole, que je vous conseille de faire relativement tôt. Quelques jours avant l'événement, pensez bien à reconfirmer la météo, rappeler les instructions aux bénévoles qui sont inscrits, rassembler le matériel nécessaire. Donc, j'ai fait quelques infographies sur le côté, mais globalement, ce qu'il vous faut, c'est des gants, des sacs poubelles, des pinces, c'est mieux, ça évite de se pencher tout le temps et de se casser le dos à force. Du gel hydroalcoolique, bien sûr, de quoi boire, une trousse de premier secours, si jamais vous rencontrez des déchets qui sont contendants, qui sont coupants, qui peuvent vous blesser. Et des fiches de caractérisation ainsi qu'une balance. On va y revenir, mais c'est des éléments qui sont très importants parce que quand on parle de collecte de déchets, ce qui compte, c'est aussi de caractériser les déchets, de caractériser les sources de ce qu'on retrouve, notamment pour participer au travail dont je parlais un peu plus tôt. Donc le jour même, il y a l'aspect voilà, distribution du matériel aux participants. Prévoyez une boîte d'asserie, c'est des boîtes jaunes qu'on trouve en pharmacie, je crois que c'est gratuit en pharmacie même. Donc vous pouvez les prendre pour ramasser les déchets médicaux et après vous les retournez en pharmacie, ceux qui vont traiter ce type de déchets-là. Pensez bien à prévoir un temps de sensibilisation. Je pense que c'est un élément extrêmement important dans une collecte de déchets, de parler de la problématique aux participants, d'en discuter, d'échanger avec eux à ce sujet-là. Encore une fois, c'est aussi des pratiques individuelles qui peuvent nous amener à changer cette problématique-là au niveau global. Un rappel des consignes de sécurité, donc évidemment ne pas laisser des volontaires ramasser des déchets médicaux ou coupants ou encombrants parfois avec lesquels on peut se blesser, type de la ferraille. Et un rappel des consignes environnementales, donc c'est celle qu'on va voir juste après. Enfin, et comme je disais un peu plus tôt, l'important aussi à travers une collecte de déchets, c'est vraiment de venir caractériser les sources de déchets. Donc il y a pas mal de supports de caractérisation qui existent aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez passer via Initiative Océane, qui est un programme qui est porté par Surfrider Foundation Europe. Donc ils vous envoient même du matériel à travers ces initiatives-là. C'est toujours le cas aujourd'hui. Je sais que c'était le cas à l'époque. Et il y a également des fiches de caractérisation qui viennent avec. Et ils ont un portail même d'Initiative Océane sur lequel vous pouvez mettre les résultats de votre collecte de déchets. Enfin, il y a les fiches de caractérisation aussi de zéro déchet sauvage. Donc, c'est via le programme Adopte un Spot. Donc là, il faut s'inscrire en ligne. Et pareil, vous avez accès à des fiches de caractérisation. Et finalement, il y a l'application Marnoba dont on parlera en deuxième partie de cette formation-là. Donc c'est important et ces sources-là, enfin ces outils-là, pardon, ils vont vous permettre d'envoyer les données de votre collecte de déchets au niveau européen, donc ils vont partir dans des bases de données et derrière même ils vont permettre donc de caractériser un peu plus localement, un peu plus spécifiquement les types de déchets qu'on va retrouver. Le guide du nettoyage raisonné des plages. Donc
Qu'est-ce que c'est concrètement pour celles et ceux qui ne le connaissent pas? C'est un outil que nous, on a développé dans le cadre du projet Live Sibyl pour répondre aux impacts indirects des collectes de déchets et du nettoyage mécanisé. L'objectif, c'est donc de sensibiliser les associations et les personnes qui font de la collecte de déchets sur les plages aux différents enjeux de ces écosystèmes-là, tout simplement. Il a été donc fabriqué en collaboration déjà avec les partenaires du projet, mais également en France avec le parc naturel marin et SUR Gironde Mer des Pertuis. On a pas mal travaillé avec Rivage de France également, avec le programme On marche sur des œufs, avec Surfrider Foundation Europe, le Cèdre et l'Ifremer, donc qui ont notamment le Cèdre et Rivage de France des très bons guides qui existent déjà, qui sont très complets. Nous, l'objectif, c'est pas de faire un guide qui soit exhaustif, c'était vraiment de faire quelque chose de relativement résumé qu'on peut prendre en main avec soi à la plage et montrer aux participants. Et on a donc mis en place des cartes interactives également via le programme On marche sur des œufs dont je vous parlerai un peu plus tard et le plan de gestion du parc naturel marin. Donc ce guide, il vient parler de plusieurs notions différentes. Donc notamment dans un premier temps le gravelot à collier interrompu. Alors, c'est un enjeu qui est assez fort, nous en particulier en Charente-Maritime, mais il faut savoir que c'est une espèce qui est vulnérable en France de manière globale. C'est des petits limicoles, vous pouvez voir la photo en haut à droite de la diapo, qui se reproduisent et qui nichent donc de mars à fin août. La difficulté avec les gravelots, c'est qu'en fait, ils vont poser leurs œufs à même le sable, ils creusent des petits nids dans le sable, sauf que les œufs, en fait, se confondent assez facilement avec le sable parce qu'ils sont à peu près de la même couleur. Donc eux, ça leur permet de cacher les œufs pour les prédateurs, mais le problème, c'est que du coup, nous, on les voit pas et on peut facilement les piétiner. Donc souvent, ils vont nicher en haut de plage, donc entre la laisse de mer et la dune, mais c'est possible également d'en retrouver dans la laisse de mer, donc faites très attention à ça. Et forcément, les rassemblements sur la plage, les conséquences possibles qu'il y a, c'est le piétinement des œufs, vous vous en doutez, mais également le dérangement potentiel des couples nicheurs. Et si on dérange un couple nicheur ou un adulte qui couvre ses œufs, et ben en fait, il peut abandonner le nid et ça va influer la reproduction parce que derrière, il sera plus là pour s'occuper de ses œufs et donc on va les perdre. Donc globalement, nous, ce qu'on conseille pendant les périodes de reproduction qui s'étendent de mi-mars à fin août, donc on va vraiment essayer d'éviter de faire des collectes de déchets. C'est vraiment une période pendant laquelle on essaie de ne pas en faire tout simplement. Pour les raisons que j'ai citées un peu plus tôt, vous pouvez voir sur la droite, il y a une carte donc des différentes zones sur lesquelles on retrouve le gravelot à collier interrompu. Nous, on a des données plus précises en Charente-Maritime. Je vous invite à consulter vraiment, si vous n'êtes pas en Charente-Maritime, si vous êtes en Charente-Maritime, je vous donnerai les liens de toute façon. Si vous n'êtes pas en Charente-Maritime, il faut consulter les acteurs locaux pour savoir où est-ce qu'on peut trouver des gravelots à collier interrompus. C'est très très important avant d'organiser une collecte de déchets. Donc, pas de collecte de déchets pendant cette période-là. On se renseigne sur les zones à risque qui existent. On ne peut pas utiliser de drone non plus au-dessus des sites de nidification. Et idéalement, on n'emmène pas son chien à la plage parce que le chien peut aller prédater les œufs. Donc c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Donc nous, de notre côté, on a mis en place une carte des risques à l'échelle des sites pilotes du projet. Donc on commence à avoir plus de données. J'ai mis uniquement, mais en fait au Portugal, on commence à avoir plus de données sur les gravelots, donc qu'on a pu recenser le long de la côte portugaise. En France, ces données-là, pour l'instant, elles sont en maintenance parce qu'on attend les données aussi, la mise à jour des données du parc qui vient d'être faite. Donc là, on doit remettre ça sur le site internet, mais il y a un nouveau modèle de représentation qui fait que je suis en train de voir si c'est possible de retranscrire les données de la même façon que le fait le parc. Donc, dans tous les cas, pareil, c'est un lien que je vous enverrai avec la présentation après notre réunion. Mais du coup, vous pouvez consulter la carte du parc directement en ligne et du coup, vous avez à l'échelle de la Charente-Maritime, enfin en tout cas même du parc naturel marin et SUR Gironde Mer des Pertuis, vous avez toutes les zones de nidification des gravelots. C'est représenté en zone de chaleur, l'idée étant que en fait, les gravelots bougent, ils sont pas à un endroit très précis, ils vont se déplacer, donc forcément, on peut avoir une zone entière dans laquelle on peut les perturber si on fait pas attention. Il y a trois niveaux de risque auxquels il faut faire attention en regardant cette carte. Ce qu'il faut retenir, c'est que les enjeux moyens, on sait que c'est une reproduction possible. Les enjeux forts représentent une reproduction qui est probable. Les enjeux majeurs représentent une reproduction certaine. Dans ces trois cas de figure, il faut de toute façon ne pas aller collecter là-bas quand on fait une collecte de déchets pendant les périodes de nidification. Et quand on y va tout seul, quand on se balade sur la plage, du coup, éventuellement, c'est intéressant aussi de regarder où on marche si on est dans une zone à risque.
Donc, je vous invite à les consulter, même en dehors d'événements de type collecte de déchets. Donc, j'ai retranscrit un petit schéma que je trouve très intéressant, qui a été fait par Rivage de France. Donc, c'est un petit schéma des plages et du système dunaire. Donc, globalement, vous pouvez voir que la plage se découpe en plusieurs zones. Donc, notamment, on a donc la laisse de mer, qui est, je ne sais pas si vous la représentez visuellement, c'est un petit amas en fait, qui est un amas de tous les débris marins qui ont été laissés là par la marée et qu'on retrouve donc à peu près au milieu de la plage. Ils ont été laissés là par la marée. Et en fait, la laisse de mer, il faut savoir que c'est pas uniquement un amas de débris, c'est un écosystème qui est très riche pour toutes les espèces de la plage. Donc, c'est une zone d'alimentation, notamment, pour un paquet d'espèces. Le gravelot, entre autres, se nourrit dans la laisse de mer. C'est également un habitat pour des petites espèces beaucoup plus petites de la plage. Donc, on y retrouve notamment des crabes, des puces de mer. Et il faut savoir que c'est également un rempart contre l'érosion de la dune. Donc, c'est elle qui va permettre la stabilisation aussi du sable devant la dune. Et elle permet en fait l'apparition de plantes pionnières qui viennent maintenir la dune efficacement. Donc, ça, il faut le savoir. Et du coup, c'est assez important de la préserver quand on fait des collectes de déchets. Donc, la laisse de mer, elle vient protéger la dune. La dune, derrière elle, c'est un écosystème qui est encore plus fragile. Donc, vraiment, pour lequel il faut être vraiment très précautionneux. La dune, bah, elle a un rôle qui est assez simple, c'est qu'elle protège, pour nous en tout cas, elle protège la côte de l'eau, tout simplement. Si on n'avait pas de dune, bah, potentiellement, on aurait des endroits qui seraient beaucoup plus facilement inondables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais également, du coup, c'est une zone de biodiversité qui est super riche, avec plein de végétaux qui sont habitués au climat sur place. Il y a l'Oya notamment qui pousse dans la dune. Il y a plein d'espèces qui sont dans l'arrière-dune aussi, qui sont adaptées aux conditions de la plage. Donc on retrouve là-bas. Et si on érode la dune, bah, en fait, ça va transformer tous ces écosystèmes et donc avoir des conséquences assez graves sur l'arrière-dune de manière globale. Donc pour éviter ça, il faut, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, il faut essayer de collecter au maximum en dessous de la laisse de haute mer. Donc se retrouver vraiment en bas de plage pour collecter. Éviter à tout prix de marcher en pied de dune, sinon on va provoquer son érosion. Euh, enfin, il y a la notion du nettoyage mécanisé. Donc je vais pas m'étendre là-dessus très longtemps. Le nettoyage mécanisé, la grosse difficulté, c'est que le nettoyage mécanisé ne distingue pas du tout, contrairement à quelqu'un qui collecte manuellement. On peut distinguer entre des éléments naturels, on peut voilà, essayer de collecter des déchets, mais laisser sur place des éléments de la laisse de mer, par exemple. Le nettoyage mécanisé, bah, il est assez destructeur, malheureusement. Donc, il emporte sans distinction avec lui tout ce qu'il va retrouver. Donc, il faut vraiment le faire uniquement dans des zones qui sont à fort enjeu économique, qui sont des zones urbanisées. Et quoi qu'il arrive, le faire à vitesse réduite et ne pas le faire dans des zones avec des écosystèmes dunaires, bien sûr. Voilà, donc à partir de toutes ces notions-là, hors période de reproduction, sur tout le littoral, il y a quand même des instructions qu'on essaie de respecter. Donc tout d'abord, comme je disais, on évite de marcher sur la laisse de mer, on évite de la piétiner pour éviter de perturber ces écosystèmes-là. Il faut toujours garder son chien en laisse, même en dehors de la période de reproduction, c'est assez important. Ensuite, donc collecter les déchets en bas de plage et éviter impérativement la partie haute de la plage et des pieds de dune. Et pour ça, du coup, essayer de venir avant la marée haute, au moins 1 heure et demie avant la marée haute, ou au moins 1 heure et demie après la marée haute. Donc vraiment s'assurer d'avoir l'espace suffisant pour procéder à cette collecte-là en bas de plage. Respecter bien sûr les enclos et clôtures qui séparent la plage de l'écosystème dunaire. Et également, éloignez-vous. Si un oiseau vous paraît blessé, pousse des cris répétés, en fait, c'est une technique enfin, de diversion de la part de l'oiseau pour vous éloigner de son nid. Donc, il faut savoir que si, par exemple, vous voyez un gravelot à collier interrompu qui utilise cette technique-là sur vous, ça veut dire que vous êtes en période de nidification, vous êtes dans une zone de nidification. Donc ça, c'est un truc à savoir également. C'est pas un oiseau blessé, il faut pas aller chercher à lui porter secours forcément. Regardez son comportement de loin, ne vous approchez pas, sinon vous pouvez créer ce dérangement-là justement. Enfin, essayez de laisser sur place ces déchets qui sont partiellement, complètement couverts de végétation. Ne collectez pas du tout de débris d'origine végétale. Et si jamais vous croisez des animaux morts ou des objets, des déchets de nature inconnue ou pour lesquels vous suspectez qu'il puisse y avoir un danger, il faut prévenir les autorités locales. Ne vous en occupez pas vous-même. Contactez l'OFB, contactez la LPO s'il s'agit d'un oiseau blessé par exemple, ou d'un oiseau mort, contactez un oiseau marin mort. Bah, si vous faites partie du réseau échouage, là, ok, contactez-nous, mais voilà. Voilà, donc pour cette présentation-là, je crois que j'ai à peu près rattrapé mon retard. Je suis désolé, j'ai un peu accéléré sur certaines parties, mais au moins ça nous laisse un petit quart d'heure de discussion.
s'il y a des questions. À savoir que là, du coup, il y a le lien et le QR code d'une enquête que je vous enverrai pareil après. Donc l'intérêt aussi de cette formation, c'est d'avoir vos retours sur ces différents éléments, sur le guide, sur l'application, pour nous pouvoir l'améliorer de notre côté. Oui, Pierre. Pierre a levé la main, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Oui, Oui. oui, ma question est sur la collecte en bas de page. Là. Sur quelle distance on fait une collecte? Parce que nous faisons au SPAR et au SPAR c'est Ouais, sur 100 mètres. Et là, vous conseillez combien c'est 100 en mètres. distance? Si vous souhaitez respecter les protocoles au SPAR, c'est plutôt 100 mètres, ouais, effectivement. Donc, Et donc, et vous, vous conseillez une distance aussi? bah, nous, on conseille 100 mètres après sur la partie suivie. Maintenant, ça n'empêche pas de continuer la collecte en dehors de cette zone-là. 100 mètres étant du coup la zone de prospection. Et après, vous collectez vos données sur cette zone-là. Et ensuite, par contre, vous pouvez collecter sur 200, 300, 400 mètres si vous le souhaitez. Mais effectivement, les données au SPAR, si c'est des données au SPAR, si vous voulez qu'elles soient validées en tant que données au SPAR, il faut le faire sur un espace de 100 mètres. Ouais, tout à fait. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat. Je vais regarder. Ok. Non, ça a l'air bon dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'oral peut-être? Je prends une question. Oui, Julie. Oui, bonjour, Julie Lasserre de The Sea Cleaners. J'ai une petite question sur la laisse de mer. Souvent, on se Ouais, retrouve face à une laisse de mer hyper prise par des filets, des lignes, vraiment très, très, quoi, ouais. pleines de déchets plastiques. Quel est le meilleur compromis? On la laisse vraiment tranquille, mais on laisse tous ces filets, quitte à ce que ça piège des oiseaux, ou est-ce qu'on essaye d'enlever un peu? Ouais, c'est bah effectivement c'est une difficulté. Ouais, tout à fait. De toute façon, dans les collectes de déchets, c'est un truc dont on se rend compte très rapidement, c'est qu'en fait les déchets souvent se retrouvent emprisonnés dans la laisse de mer parce que bah c'est là qu'il y a des petites aspérités dans lesquelles ils vont se caler. Bah c'est à vous de jauger aussi sur place. Idéalement, quand c'est des filets qui sont enfin qui entourent plein d'éléments naturels et que vous pouvez pas les détacher sans emporter des algues, des morceaux de bois, il vaut mieux les laisser directement sur place. C'est pas idéal, mais c'est toujours mieux que en fait, si ça pile à l'aise de mer, le fait d'enlever les déchets, bah c'est pour le coup c'est pas forcément une bonne chose quoi. Donc c'est assez compliqué à dire, hein. C'est vraiment à jauger sur le tas. Si vous arrivez à les démêler, bah c'est idéal, mais après essayez de les démêler au mieux quoi. Et si s'il y a toujours beaucoup d'éléments naturels dedans, il vaut mieux les laisser sur place malheureusement. Ouais. Ouais, essayer plus au ciseau, quoi, peut-être, pour couper Peut-être au les ciseau déchets. aussi, ça peut être une stratégie, ouais, tout à Ouais, fait. ça marche. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être. Je vois qu'il y a Marine. Oui, Oui. désolée, j'ai pas de caméra. J'ai le même genre de question par rapport, juste que ce soit bien clair, sur les déchets qui sont recouverts d'algues. Notamment, je suis sur l'île de Ré, il y a beaucoup de casiers d'huîtres. Ouais. Jusqu'ici, je les ramassais. Du coup, quand c'est très recouvert d'algues, il vaut mieux les laisser, c'est ça que vous disiez? Oui, idéalement. Après, encore une fois, je sais que c'est toujours compliqué comme question parce que si, quand on parle recouvert de végétation, on parle vraiment de végétation qu'on n'arrive pas à enlever forcément. Il faut savoir que ça peut aussi devenir des petits agglomérats où on a de la végétation qui se pose dessus. Auquel cas, bah oui, si on n'arrive pas à retirer la végétation de ces déchets-là, il vaut mieux les laisser sur place, ouais. Donc, même D'accord, réponse merci. là, en l'occurrence. Mais c'est compliqué à jauger, je suis d'accord, et parfois c'est assez frustrant aussi. Mais c'est de la même façon que si on voit des déchets dans les dunes, même s'ils sont apportés, il vaut mieux ne pas s'approcher de la dune, quitte à laisser le déchet dans la dune, plutôt que venir et marcher en pied de dune, récupérer le déchet, ce qui risque d'éroder en fait la dune. Donc c'est un peu les mêmes notions. Après, c'est toujours cette question aussi de jauger sur place et se rendre compte de est-ce que oui ou non si on enlève beaucoup d'éléments naturels, bah ouais, on privilégie le fait de laisser le déchet. Euh, Philippe avait une question aussi.
Oui, alors c'est peut-être un petit peu plus pratique. Est-ce que les élus ont des présentations de ce type-là? C'est comment des présentations? Des présentations de la laisse de mer un Ah, peu assez. Voilà. tu veux dire pour se la représenter sur la plage? Voilà Hmm. les fonctions qui sont remplies par par Ouais, ces. ouais, tout à fait. Il y a des notions hyper intéressantes là-dessus. Bah, le CEDRE, notamment, a fait un guide du nettoyage raisonné qui est très complet, qui est beaucoup plus fourni que le nôtre. Encore une fois, le nôtre, il avait vocation aussi à être beaucoup plus vulgarisé. Donc, si vous souhaitez plus d'infos là-dessus, je vous invite vraiment à regarder, à aller regarder sur le site du CEDRE. J'essaie de le retrouver. Si vous voulez, je peux peut-être l'intégrer dans les liens que je vous envoie, les liens utiles. Ouais. Rivage de France aussi a fait un guide du nettoyage raisonné des plages. Je ne sais pas s'il est disponible gratuitement sur Internet, faut vérifier. Je vais vérifier aussi, je vais vous faire les liens de ce qui est disponible. Et du coup, il y a plein de notions à l'intérieur de ça qui parlent de la laisse de mer. Et en fait, on se rend compte très rapidement que c'est un écosystème qui est super riche et super intéressant à étudier. Ouais. Ok, merci. Est-ce que Marine, je ne sais pas si Marine avait une autre question ou si c'était juste parce que vous aviez oublié de baisser la main. Ok, désolé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par hasard? Peut-être ajouter quelque chose. Oui. Ouais, n'hésitez pas hein, aussi à faire ça. Ah. Quelqu'un a commencé à parler, mais du coup, ça a coupé. Donc, je sais pas. Oui. Ouais, allô. Oui, c'est Dominique. Ok. Si ça veut bien marcher. Ouais. Dominique Tavenon, donc LPO Loire-Atlantique, référent sur le secteur de Saint-Brévin-les-Pins. Je fonctionne avec la mairie hein, sur la problématique gravelot depuis 2016, puisque le département n'a plus que cette petite population de gravelot sur ses plages, Saint-Brévin. Et donc, les services techniques pour l'environnement sont quand même assez bien sensibilisés maintenant par rapport à la problématique gravelot et par rapport à la problématique déchets aussi, qu'on voit sur les plages énormément, hein, dans les laisses de mer notamment. Alors, eux pratiquent quand même assez régulièrement un nettoyage mécanisé. Non, Manuel? un nettoyage doux, on dira. Bon, donc, en utilisant des services civiques, Ouais. et donc qui sont sensibilisés justement à la richesse de la laisse de mer. Et donc, les interventions mécanisées, entre parenthèses, ne sont pas souvent utilisées que, sauf après les tempêtes, des choses comme ça. D'accord. Mais c'est quand même intéressant de les mettre aussi, de sensibiliser les services techniques pour l'environnement des communes, de façon à pouvoir aussi améliorer le dispositif. Et Ouais. bon, il y a déjà les bacs à marée, comme beaucoup de places sûrement le connaissent, mais ça, c'est bon dans un autre domaine, parce que tout un chacun peut effectivement se servir des bacs à marée pour déposer les déchets. Ouais. Tout à fait, ouais. Bah, oui, t'as raison, Dominique, c'est effectivement, il y a une toute petite partie, nous, dans le guide du nettoyage civil, sur le nettoyage mécanisé notamment. Après, donc pareil, dans le guide du Cèdre et celui de Rivage de France, je crois notamment celui du Cèdre pour le coup, il y a vraiment toute une partie qui porte là-dessus, qui explique la vitesse à adopter pendant un nettoyage mécanisé. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas, à transmettre aux élus locaux, effectivement, aussi, ouais. Et du coup, effectivement, bah, comme le monde Dominique, c'est important aussi de se renseigner au niveau local auprès des associations et des services de la commune qui pourraient vous apporter des notions sur les zones, les périodes de nidification des gravelots dans le coin. Donc voilà, notamment les LPO locales. Il y a Bretagne Vivante en Bretagne, il y a le groupe ornithologique normand, donc en Normandie, etc. Ok. Est-ce qu'on a peut-être le temps de prendre encore une question avant de passer à la suite? Une question ou une intervention, comme vient de le faire Dominique, hein, c'est possible aussi. Ok, très bien. Et ben à ce moment-là, on va passer à la deuxième partie.
donc lors de laquelle on va plutôt parler de données citoyennes. Je pense que c'est pas une partie qui devrait nous prendre beaucoup trop de temps normalement. L'idée, c'est surtout d'avoir, pour celles et ceux qui ne le savent pas forcément, on a aussi pas mal de personnes du réseau de suivi et choix du Live Civil que je vais un peu développer dans cette partie-là. Donc peut-être s'il y a beaucoup de questions, je préférais laisser un peu de marge à ce titre-là. Donc on va parler notamment de l'application Marnova. Donc toujours dans la poursuite de la logique de la caractérisation, Marnova, c'est un des outils qu'il est possible d'utiliser dans ce cadre-là. Et ensuite, je vais vous parler de l'application ICAO et notamment de ces deux utilisations un peu qui sont possibles, c'est-à-dire la donnée opportuniste et le suivi ICAO protocolé dans le cadre du Live Civil. Donc voilà. L'application Marnova, donc c'est un outil qui a été développé avant le projet Live Civil, même en dehors complètement du projet Live Civil. Donc c'est une association qui s'appelle Vertidos Zero et qui a été adaptée en France et au Portugal dans le cadre du projet Civil. Donc aujourd'hui, c'est une application qui est conforme au protocole et les grilles d'identification des déchets européennes. Comme le demandait, je crois que c'était Pierre plus tôt, effectivement, donc c'est conforme au protocole, au SPAR et au protocole européen à partir du moment où on respecte la saisie de données dans ce cadre d'une bande de 100 mètres, mais c'est précisé dans l'application dans tous les cas. L'appli, elle est disponible sur App Store et Google Play. Elle peut être utilisée, bien sûr, lors d'une collecte de déchets. Elle peut être aussi utilisée pendant une balade, mais à condition aussi d'avoir, par contre, un peu d'équipement pour s'occuper des déchets. Donc, comme je mentionnais au début, des gants, des sacs poubelles, la balance ou un pesant pour peser des déchets. Donc, c'est pas forcément non plus quelque chose qu'on peut faire comme ça sur un coup de tête, quoi. Voilà, ça va être assez pratico-pratique. C'est juste pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble, vous expliquer comment s'en servir. L'inscription, elle est assez facile. C'est une des seules applications où il n'y a pas de portail de confirmation. Vous rentrez votre adresse mail, un mot de passe, vous avez un compte qui se crée automatiquement. Vous avez plusieurs types de milieux que vous pouvez prospecter. Donc, nous, ici, on s'intéressera aux plages. Une fois que vous avez sélectionné la partie plage, vous pouvez déterminer un emplacement. Donc, l'application, tout n'est pas encore parfait. On va la réadapter dans le cadre du Sibyl. Donc là, pareil, comme vous pouvez le voir, il y a des traductions qui sont pas encore faites ou qui ont été mal faites. Donc c'est pas grave, il faut pas hésiter à nous le signaler. Nous, on le sait pour la plupart et on réadaptera l'application donc d'ici la fin du projet, donc d'ici septembre 2024. Vous pouvez sélectionner le projet LiveCB si vous souhaitez voilà, que les données s'inscrivent dans ce cadre-là. Donc il y a dans le petit onglet projet tout en bas à droite dans l'image. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont prélistés. Donc potentiellement aussi, si vous voulez intégrer, pourquoi pas, votre projet dans l'application, n'hésitez pas à me le faire remonter. C'est quelque chose que je peux proposer à Marnova. Donc voilà. En ce qui concerne l'emplacement, toutes les plages sont pas non plus encore sur l'application, mais il y en a quand même un certain nombre déjà. Si vous retrouvez pas la plage sur laquelle vous prospectez, vous pouvez aller dans Añadir Hotel Localización. Désolé pour mon accent espagnol, mais du coup, voilà, ça c'est une partie de l'application qui est pas encore bien traduite, qu'on retraduira. Et à partir de là, vous pouvez juste obtenir les coordonnées GPS de l'endroit où vous vous trouvez et vous tapez vous-même le nom de l'emplacement. Donc ça rajoutera une plage, ça proposera une nouvelle plage dans la liste derrière. Donc voilà, ne soyez pas bloqué par le fait qu'il n'y a pas votre plage. Ensuite, vous devez géolocaliser votre point de départ de votre prospection et vous devez répéter cette opération à la fin. Et donc, comme c'est indiqué sur l'application, 100 mètres de plage constitue la longueur idéale pour que les données soient valides d'un point de vue OSPAR. Si vous ne faites pas les 100 mètres de plage précisément, vous pouvez malgré tout faire le suivi, mais il faut savoir que voilà, l'application détermine que vous n'avez pas fait les 100 mètres, donc elle ne prendra pas en compte le suivi dans les bases de données OSPAR européennes. Ensuite, donc comme je le disais, c'est une application qui est intéressante parce qu'on a toutes les grilles de déchets qui sont mentionnées dedans. Donc ça, c'est quand même assez cool parce que c'est une application qui est assez complète du coup. Donc vous avez toutes les catégories que vous pouvez voir, plastique, papier, carton, le bois, métal, le verre, les déchets sanitaires, déchets médicaux et autres. Et à chaque fois, il y a beaucoup de déchets qui sont mentionnés dedans. Donc, il faut la prendre un peu en main, ça pour le coup. Il faut s'approprier un peu quel déchet se trouve dans quelle section. Donc ça peut être un peu délicat au début. Mais honnêtement, une fois que vous l'avez un peu maîtrisé, nous, c'est ce qu'on utilise pour les collectes du Live Civil. Une fois que vous l'avez un peu maîtrisé, ça devient quand même vachement pratique, quoi. Vous pouvez faire une saisie simplifiée, je le précise ici, plutôt que d'appuyer sur le plus et le moins, de bouger la petite jauge, vous pouvez directement remplacer voilà, le chiffre en cliquant en fait dessus, donc ça vous proposera de l'effacer et de mettre un autre chiffre à la place. Ensuite, à la fin donc, de ce suivi-là,
Il faudra donc, comme je disais, peser les déchets. Donc peser les déchets, il faut soit avoir un peson, soit avoir une balance. Vous faites comme pour votre valise quand vous partez en vacances, si vous avez une balance, hein, vous pesez 100 puis avec, ou vous posez le sac directement, mais la plupart du temps c'est pas possible, ça déborde dans tous les sens. Donc voilà. Vous pouvez donner plus de détails. Donc là, un peu à l'image de l'application ICAO pour ceux qui la connaissent déjà, vous pouvez venir donner des éléments sur le climat, l'état du temps, la mer, dans quel état est l'océan, est-ce qu'il y a beaucoup de houle, est-ce qu'il y a beaucoup de vent, etc. Et vous pouvez aussi signaler justement des oiseaux, des mammifères marins que vous découvrez qui sont échoués sur la plage. Donc ça peut toujours être bien aussi. À savoir que, bien sûr, plus on a de données dans cette section-là, et ça vaut pour ICAO aussi, plus on a de données dans cette section-là, plus l'observation aura de valeur pour nous et plus on pourra en tirer des choses intéressantes. Voilà. Et enfin, au final, vous envoyez le formulaire, vous le faites valider et vous le recevez par mail dans la foulée. Et vous avez tout un récapitulatif de votre collecte. Donc, c'est un des outils qui existent. Voilà, moi je vous présente celui-là parce que c'est ce qu'on a développé dans le cadre du projet Life Civil. Maintenant, comme je le disais plus tôt, il y en a d'autres. Il y a le portail Initiative Océane qui est très complet, très intéressant à utiliser aussi. Et il y a le programme aussi Zéro déchet sauvage de Merterre. Donc c'est un portail aussi sur lequel vous pouvez venir en fait remplir vos données. Il y a le programme Adopte un spot. Donc nous, le civil, on s'est mis aussi dans ce programme-là. Et du coup, vous pouvez venir remplir des protocoles de caractérisation des déchets, puis ensuite vous téléverser sur le site directement. Et pareil, c'est interopérable avec les bases de données européennes. Donc voilà, c'est un outil parmi d'autres. Vous pouvez le télécharger, je vous enverrai les liens dans tous les cas, si ça vous intéresse. Et comme je le disais, si vous voulez rajouter votre projet dans l'application Marnoba, et donc d'avoir des récapitulatifs pour votre projet, n'hésitez pas à me contacter. C'est quelque chose que je pense qu'il est possible de faire avec les personnes qui gèrent l'application. Je vais passer, peut-être, on a un tout petit peu de temps, donc si vous avez des questions sur Marnoba très rapidement, je peux peut-être y répondre. Comme l'application ICAO, ça va être un peu plus dense. Ok. Bon, bah, je vais enchaîner du coup. L'application ICAO. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui savent déjà de quoi on parle, mais ça vaut le coup de refaire un gros tour de cette application-là. Donc, l'application ICAO, c'est quoi? C'est une application qui existait déjà dans le cadre du projet. Donc, c'est un des partenaires espagnols, la CO, qui l'avait développée à la base. Le problème, donc, c'est une application de suivi des oiseaux marins échoués. Le problème, c'est qu'avant le projet LCB, c'est une application qui était hyper lourde, qui était vraiment réservée aux ornithos et qui n'était pas très accessible, on va dire, pour le grand public. Donc, il fallait vraiment avoir des connaissances assez poussées. Il y avait beaucoup, beaucoup de champs à remplir, enfin, beaucoup de notions à indiquer. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu alléger beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on a voulu avoir cette application-là? Tout simplement parce que, comme je le disais, dans le cadre du projet Life Civil, donc on a l'ambition d'identifier une ou plusieurs espèces indicatrices pour la façade atlantique et donc de se greffer au travail qui est fait au niveau Manche-Mer du Nord par le GONEM. Donc l'application ICAO, ce qu'elle va nous amener comme facilité dans le cadre de ce taf-là, c'est en fait de se dire, OK, si on collecte un oiseau marin sur la plage, on pourra le tracer de la plage jusqu'au laboratoire. Donc ça, je vais vous l'expliquer, mais parce qu'en fait, via l'application, les données qu'on va rentrer, on va les retrouver grâce à un identifiant unique. Donc ça, déjà, c'est vraiment une très bonne chose. Ça nous permet vraiment de savoir la provenance de l'oiseau, dans quelles circonstances il a été retrouvé, est-ce qu'il y avait des signes indicateurs de cause de la mort sur place, etc. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez précieux. Et au-delà de ça, ça nous permet aussi de faire des suivis protocolés sur des transects qui sont géolocalisés. Donc l'application, elle offre aussi cette possibilité-là de se géolocaliser, ce qui, encore une fois, est très important et va renforcer beaucoup la légitimité scientifique un peu de ces suivis-là, quoi. Donc il faut savoir, c'est très important de le garder en tête, que ces protocoles-là dont je vais vous parler n'incluent pas la partie façade Manche-Mer du Nord. Il y a des protocoles spécifiques en Manche-Mer du Nord. Donc si jamais vous faites des prospections en Manche-Mer du Nord ou que vous découvrez des oiseaux marins échoués en Manche-Mer du Nord, je vous invite à vous rapprocher des acteurs locaux, qui sont le GONEM, qui sont Picardie Nature, et qui sont le GON pour la partie Pas-de-Calais. Voilà, donc là pareil, l'appli est disponible sur App Store et Google Play. Vous pouvez la trouver en tapant ICAO CO BirdLife, mais c'est important de le taper comme ça parce que si vous tapez juste ICAO, vous allez tomber sur des applis qui n'ont rien à voir, je crois. Donc voilà, je vous enverrai les liens là de la même façon suite aux présentations.
Ouais, j'ai mis un petit tuto pour comment s'enregistrer, si jamais. Mais bon, normalement, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez le faire via l'appli, directement sur l'onglet Nouvel utilisateur. Vous vous enregistrez. Si ça fonctionne pas, ce qui peut arriver pour des dépôts d'affichage de format, etc., vous passez par le site internet. Et donc, auquel cas, voilà, vous pouvez vous enregistrer directement sur le site internet et ensuite vous avez accès à l'application. Donc, on a plusieurs types de suivi. Pour l'application ICAO, on a la donnée opportuniste. Donc, c'est une donnée qui est non protocolée, qui va pas se situer dans le cadre du protocole Sibyl. On peut faire soit une observation ponctuelle, soit un suivi ICAO, comme vous pouvez le voir à droite. Donc, on a vraiment ces deux suivis-là qui sont possibles. Et la donnée protocolée Sibyl, qui va normalement parler pas mal aux gens qui font partie du réseau échouage, parce qu'on a déjà, en principe, envoyé les protocoles, etc. Donc, c'est un suivi ICAO uniquement. Dans les deux cas, il est nécessaire d'activer la géolocalisation de son téléphone avant de lancer l'application. Et si vous avez besoin de les reconsulter après la présentation, les deux tutoriels je les ai mis récemment en ligne sur l'application ICAO. Donc c'est dans l'onglet, si vous allez sur les trois petits traits en haut à gauche donc de votre écran dans l'application, vous avez une section de documentation. Et donc dans cette section-là, vous avez les deux protocoles, le tutoriel données opportunistes et le tutoriel données protocolées, qui vont s'afficher avec toutes les notions là qu'on va aborder aujourd'hui. Donc il y aura tout à l'intérieur. La donnée opportuniste. Donc la donnée opportuniste, bah en fait tout le monde peut un peu la faire quand il veut. C'est l'intérêt aussi, c'est de collecter de la donnée à l'année. Voilà, vous êtes là, vous allez faire un pique-nique sur la plage, vous voyez un oiseau marin échoué, c'est pas hyper agréable, mais du coup bah vous en profitez pour signaler via ICAO cet oiseau marin-là. Donc c'est assez simple d'utilisation. Il faut savoir que de toute façon les deux suivis sont assez similaires hein, dans l'ensemble. Donc vous avez une petite carte qui s'affiche, comme vous pouvez le voir sur la droite, avec toutes les plages qui ont été recensées sur le littoral français. Si vous avez pas votre plage qui s'affiche, n'hésitez pas à déplacer la carte et après vous appuyez sur la petite zone verte sur laquelle c'est écrit rechercher dans la zone. Ça affichera toutes les plages à proximité. Donc voilà. Vous sélectionnez votre plage et si vous faites un suivi ICAO, c'est pas le cas si vous faites une observation ponctuelle, mais si vous faites un suivi ICAO, vous appuyez sur démarrer suivi à l'endroit où vous voulez faire votre suivi ICAO. Le suivi ICAO, on va y revenir, mais c'est pareil, il faut le faire sur d'un point A à un point B. Si on le fait dans le cadre protocolé Sibyl, on en parlera plus tard parce que si c'est pas dans le cadre protocolé Sibyl, de toute façon, que vous fassiez un suivi ICAO ou une observation ponctuelle, ça va pas forcément changer grand-chose pour nous. Donc pareil, du coup, dans le cadre de l'application, vous allez pouvoir, dans le cadre du suivi ICAO, pardon, il va falloir entrer une observation pour chaque carcasse qui est observée, même si c'est la même carcasse au même endroit, à chaque fois, il faut faire une donnée différente, ça c'est hyper important aussi. Donc on en reparlera plus tard, mais ça revêt plusieurs importances. Pour l'observation ponctuelle, à savoir que vous pouvez replacer un curseur, donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez replacer aussi a posteriori, par exemple, le curseur à l'endroit où vous avez trouvé l'oiseau, même si vous êtes plus sur place. Donc à garder en tête, vous pouvez modifier la position directement sur la carte. En ce qui concerne ensuite les deux types de suivi, là c'est relativement simple et c'est ce dont je parlais au début en fait. C'est-à-dire qu'avant c'était très compliqué, c'était un peu à s'arracher les cheveux avant, il fallait remplir donc la section sur laquelle vous voyez écrit donner plus de détails. En fait, c'est une section déroulante avec plein d'infos que vous pouvez renseigner. Sauf qu'avant, on était obligé de les renseigner. Et c'est une section qui est malgré tout assez technique, avec quelques champs qui sont moins techniques que d'autres. Mais là, aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est simplement de prendre une photo de l'oiseau. À la fin de la formation, je vous montrerai comment faire pour prendre une photo d'un oiseau marin, pour qu'il soit exploitable pour nous. Mais voilà, vous pouvez tout simplement prendre une photo, renseigner l'espèce qui est observée, le groupe faunistique, et voilà, et bonne journée, au revoir. Vous appuyez sur sauvegarder, l'observation est enregistrée. Donc c'est très rapide, très facile à faire. Si vous n'avez pas les notions, si vous avez un doute, si vous préférez le laisser à l'interprétation, vous pouvez même mettre que c'est une espèce inconnue, que vous-même vous connaissez pas, il n'y a pas de problème là-dessus, et ce sera interprété derrière par nous. Bien sûr, plus vous donnez de détails, mieux c'est pour nous. Évidemment que le suivi est plus riche si on récupère des détails derrière. Donc les détails vont porter là encore sur des traces éventuelles d'activité humaine, sur les causes de mortalité de l'oiseau. Ça, si vous l'avez, c'est quand même super important de le renseigner, la cause de mortalité de l'oiseau. L'état de la laisse de mer, est-ce qu'il y a beaucoup de déchets, etc. La force du vent, des traces de prédateurs, enfin voilà, un peu toutes ces notions-là. Donc des notions qui sont très techniques, mais des notions qui le sont beaucoup moins aussi. Donc je vous invite vraiment à regarder quand même cette section-là pour nous donner des infos supplémentaires si vous en avez sous la main.
Ensuite, on a du coup la notion du devenir du spécimen dans cette même section, donc de donner plus de détails quand vous la déroulez. Si vous collectez le spécimen, c'est impératif qu'on le sache et que vous notiez que vous l'avez amené en centre de soins. Donc pour le coup, c'est très très important. Et ensuite, vous pouvez sauvegarder voilà, votre observation. Dans le cadre d'un suivi ICAO, vous appuyez sur fin de suivi quand vous avez terminé, vous notez les observateurs dans l'onglet projet collaborateur, vous sauvegardez et normalement c'est tout bon. Donc je vous enverrai toutes les images après coup. Encore une fois, le protocole est sur l'application. Mais voilà, c'est très très simple d'utilisation normalement. Des notions très importantes à garder en tête. Ne manipulez pas les oiseaux échoués que vous retrouvez, sauf si c'est dans le cadre du réseau échouage civil, là on en reparlera. Mais dans le cas contraire, ne le manipulez pas, sauf si vous êtes assermenté, qu'on a eu des discussions au préalable avec toutes les notions de sécurité et que voilà, vous agissez dans le cadre du réseau civil. Si jamais vous retrouvez plus de 3 oiseaux échoués au même endroit, là il faut contacter l'OFB ou il faut nous contacter nous. Idéalement l'OFB quand même en premier lieu, mais nous après voilà parce que c'est une info forcément qui va nous intéresser. C'est en fait c'est un signe indicateur potentiel de grippe aviaire. Donc c'est très important de contacter les autorités si ça arrive. Si vous voyez des oiseaux blessés, vous pouvez contacter évidemment le centre de soins le plus proche. En cas de mammifères marins ou de tortues échouées, vous pouvez le signaler dans l'application d'ailleurs. Il y a la possibilité, c'est pas que pour les oiseaux marins échoués. Il y a aussi des espèces de mammifères et de tortues qui font partie de l'application. Et également, vous pouvez contacter Pélagis. Donc, j'ai mis le numéro de téléphone ici. Il est dans le protocole aussi, donc pas de problème si vous avez besoin de le récupérer, il sera dans l'application ICAO. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, toute observation qui est faite en façade Manche-Mer du Nord, vous contactez le GONEM pour la Normandie, Picardie Nature en Picardie et le GON pour le Pas-de-Calais. Le suivi protocolé civil. Donc là, pour le coup, ça va être assez rapide parce que c'est à peu près la même chose que les suivis de données opportunistes. Le suivi protocolé civil, nous, pour celles et ceux qui ne savent pas encore, on va faire un suivi tous les 15 jours à partir de mi-décembre. Donc ça fera 7 suivis au total. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, comme je le disais au début, on s'aligne sur les protocoles qui sont faits en façade Manche-Mer du Nord. C'est comme ça qu'ils fonctionnent en façade Manche-Mer du Nord. Donc pour que ce soit de la donnée qui soit comparable, on fonctionne de la même façon qu'eux. Pour permettre quand même aux bénévoles de pouvoir se mobiliser en dehors du week-end, on laisse un delta. On fait les suivis du vendredi inclus au lundi inclus. Donc ça veut dire que voilà, vous pouvez prospecter pendant ce laps de temps-là. Ces suivis-là, normalement, je vous apprends rien si vous avez eu le temps de parler avec vos coordinateurs locaux, tout ça, mais du coup, ces suivis-là, ils se feront sur les tronçons de 3 km qui sont présélectionnés, soit par les coordinateurs locaux, soit par les bénévoles eux-mêmes, selon ce que le coordinateur local décide. Donc là, c'est pas à moi de me prononcer. Et il faut savoir que à partir du moment où il y a un transect de 3 km qui est suivi sur le premier suivi, on veut garder le même transect pendant toute la durée des suivis. Parce que ça nous permettra de comparer la donnée tout simplement entre les week-ends de suivi. Et enfin, bon, c'est assez basique comme notion, mais prospecter le long de la laisse de mer, on en parlait tout à l'heure pour les déchets. Les déchets, ils se retrouvent bloqués dans la laisse de mer. En fait, c'est le même phénomène pour les oiseaux marins. Ils vont se retrouver arrêtés par la laisse de mer, donc très souvent, c'est plutôt dans la laisse de mer qu'on va les retrouver. Oh, pardon, j'ai passé un peu vite. Pour le suivi protocolaire civil, vous appuyez sur un nouveau suivi ICAO quand vous êtes au départ de votre secteur de prospection, et c'est à peu près tout. Tout le reste, c'est la même chose que pour un suivi normal, mis à part que vous allez prospecter donc 3 km cette fois-ci sur un tronçon prédéterminé. À l'issue de votre suivi, il faut impérativement renseigner le champ devenir du spécimen que vous voulez ramasser ou non. C'est hyper important parce que là, pour le coup, ça nous permet de savoir ce qu'est devenu l'oiseau. Et si jamais on a un doute s'il a été transmis, le fait d'avoir cette notion que même qu'il n'a pas été transmis, c'est important. Et s'il a été transmis à un centre de soins, vous cochez transmis au centre de récupération. Vous appuyez sur fin de suivi quand vous avez terminé votre parcours à pied de 3 km. Et vous renseignez en commentaire, non pas en commentaire de chaque observation, vous le faites après avoir appuyé sur fin de suivi, ça c'est important aussi. Ça s'affichera pour après toutes les observations qui ont été faites dans le cadre de suivi. Vous renseignez le nom de votre transect. Donc là, par exemple, j'ai mis un exemple en Charente-Maritime, c'est TR17-1. Et donc chaque transect, en fait, normalement, a un identifiant unique qui lui est attribué, que vous allez devoir renseigner dans la section commentaires. Et nous, ça nous permet de savoir, en fait, tout simplement que c'est un suivi civil qui a été fait. Si ce transect-là n'est pas renseigné, on ne peut pas savoir que c'est un suivi civil. Donc ça, c'est hyper important que vous le fassiez. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, je les reprendrai à la fin, du coup.
Si vous avez collecté un ou plusieurs oiseaux marins, vous pouvez aller dans la section Mes observations que vous voyez sur le menu ici. Et dans cette section, il faut récupérer le ou les identifiants notés, juste là en rouge. Vous pouvez le voir à côté de Food Bassin, dans le détail des observations. Donc c'est un identifiant unique qu'il faut transmettre au centre de soins. Donc là, comme je le disais, c'est ce qui nous permet le suivi en fait de l'oiseau du laboratoire. Donc à l'Université de La Rochelle, on pourra ressortir cette donnée en disant, OK, cet oiseau-là a été collecté à tel endroit, tel jour, il y avait telles observations qui avaient été faites. Donc ça, vraiment, c'est pour ça qu'on a ICAO, quoi. C'est ça qui doit nous changer la vie normalement plutôt que le protocole papier qu'on utilisait l'année dernière. Donc vraiment, ça c'est hyper important. Idéalement, étiquetez-le pour le centre de soins. J'ai prévenu les centres de soins de le demander si jamais c'était pas le cas, mais bah c'est pas, enfin forcément c'est pas sûr qu'ils y pensent. Ils y penseront peut-être pas sur le coup, ou peut-être ce sera pas les interlocuteurs que j'ai habituellement. Donc si vous le pouvez, fournissez l'oiseau avec un étiquetage, donc comprenant cet identifiant unique là. S'il y a plusieurs oiseaux qui sont collectés et que vous le pouvez, bien sûr, c'est pas toujours possible, mais si vous le pouvez, c'est de les répartir dans des contenants différents et d'associer un identifiant unique à chaque oiseau. On arrive aux dernières sections. Donc, pour prendre en photo un oiseau marin échoué, c'est pas très compliqué. Il faut prendre une photo globale du corps en entier. Il faut juste que la tête, les pattes soient visibles. Si vous pouvez, mettez une échelle à côté de l'oiseau. Ça nous permet, nous, s'il y a plus grand-chose qui reste de l'oiseau, notamment de mieux repérer quel type d'oiseau c'était, selon la taille aussi. Si c'est une très grande aile, par exemple, ce sera plus facile de se dire que c'est un fou de bassin. Prenez un maximum de détails en photo si l'oiseau n'est pas entier également. Ça nous aide à mieux l'identifier. Enfin, donc, on conseille quand même. Faut savoir qu'en ce moment, on est plutôt tranquille niveau grippe aviaire. On est plutôt même à un risque faible. En tout cas, récemment, c'est les infos que j'ai eues dernièrement. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les faire remonter parce que je suis pas du tout expert sur le sujet. Moi, je contacterai l'Adréal la semaine prochaine pour faire un premier point grippe aviaire, pour avoir un retour là-dessus. J'ai mes infos LPO. Si vous avez des infos dans de votre côté, n'hésitez pas à me les transmettre. Pour l'instant, normalement, on est en risque faible, mais on conseille malgré tout le port de matériel type gants, type masque aussi. Et après, voilà, plein d'autres matériels que si vous avez, c'est toujours bien de l'avoir sur soi. Mais comme on n'est pas en période de grippe aviaire, c'est pas nécessairement obligatoire. Essayez toujours après manipulation, par contre, d'avoir du gel hydroalcoolique, de désinfecter les équipements que vous portiez, de vous désinfecter les mains. Et comme je le disais plus tôt, s'il y a plus de 3 oiseaux qui sont échoués exactement au même endroit, ne les touchez pas, prévenez l'OFB, prévenez-nous, et voilà. Ça permet de garder un œil quand même en cas de reprise de la grippe aviaire. Parce que bon, on est en risque faible, mais c'est quand même un virus qui est plutôt hivernal, donc il faut y faire attention. Enfin, il y a des fous de bassin aussi qui parfois ont un œil ou 2 yeux blancs. Donc ça, c'est un signe potentiel indicateur de grippe aviaire également. Donc si vous les voyez, ne vous en approchez pas, signalez-les. Et en cas de quelques doutes que ce soit, si vous-même vous n'êtes pas à l'aise pour collecter un oiseau, vous le faites pas. Si vous pensez qu'il y a le moindre risque, vous laissez de côté. Il n'y a pas d'obligation du tout. Voilà. On ne veut obliger personne, bien sûr, à faire ça. Voilà, je vous remets le lien de l'enquête, le QR code que je vous renverrai de toute façon. Pour parler cette fois, donc dans cette enquête, on a tout ce qu'on peut essayer d'améliorer sur le guide du nettoyage raisonné des plages. Donc il y a des sections autour de ça. Sur l'application ICAO, là vous serez super bien placé pour le faire aussi, les bénévoles du réseau, pour nous dire ce que vous voudriez améliorer. On pourra pas tout faire, on pourra pas tout mettre. Ce sera en fonction des moyens qui restent aussi dans le projet. Mais n'hésitez pas à nous faire vos retours et comme ça nous on pourra travailler là-dessus. On va passer aux questions. J'affiche mes contacts ici que vous pouvez noter en attendant. Et du coup, je vois que Julie a déjà posé une question dans le chat. Qu'est-ce qu'on peut appeler les week-ends quand on tombe sur un oiseau échoué vivant? Souvent, les centres de soins sont fermés et l'OFB injoignable. Alors, sur les oiseaux échoués vivants, normalement, c'est les centres de soins les plus proches. Après, ouais, effectivement, si c'est des oiseaux blessés et que vous n'arrivez pas à joindre de centres. Normalement, il y a toujours des centres, ça dépend des zones, mais il y a souvent des centres quand même qui sont ouverts. Ça peut être des cabinets vétérinaires aussi qui sont en permanence. Là, là-dessus, il faut se renseigner. Je sais que le Marais aux oiseaux, nous en Charente-Maritime, est ouvert la plupart du temps le week-end, mais ça dépend vraiment des régions, quoi. Ouais, dans le Morbihan, on n'est pas très bien servi, hein. On n'a pas beaucoup de choix. Morbihan, qu'est-ce qu'il y a en Morbihan? Il y avait Volée de Piaf, mais Ah oui. ils sont toujours pleins, en fait. Ils sont toujours Ouais, complets. ouais, c'est Volée de Piaf. Ouais, je sais que ils sont un peu blindés. Ouais, effectivement.
Si oiseaux échoués, nous on travaille avec la LPO Bretagne, mais pour les oiseaux blessés, malheureusement, il n'y a pas il y a pas de centre de soins LPO dédié. Je vois une main levée, je vois pas qui c'est. Oui, bonsoir, c'est Francis Cointe. Ouais, Euh, bonsoir Francis. oui, Francis Cointe donc de l'association Hirondelle dans le Pays de Ré, en Loire-Atlantique. J'ai une petite question dans le cadre pratique pour lorsqu'on va prélever des oiseaux morts. Donc, il y a un numéro d'ID, hein, ok, mais Ouais. je voulais savoir, ce numéro d'ID, est-ce qu'il est vraiment disponible au moment où on ramasse l'oiseau pour pouvoir le mettre directement l'étiquette sur le sac ou seulement à la fin quand on a quand on a cliqué sur fin de suivi? Non, c'est vraiment à la fin du suivi, ouais, malheureusement. Je vois ce que tu veux dire, effectivement, s'il y a plusieurs observations, ouais. S'il y a plusieurs carcasses qui s'accumulent, t'auras pas forcément enfin, ce sera compliqué de discerner les identifiants pour les différentes espèces, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est je ça, vois. par exemple, si je Ouais. ramasse deux fous de bassin, Mm, un au démarrage et puis un autre à la fin, je ne sais pas lequel ouais, ouais. Mm, c'est pas ok. quoi. Donc, Ouais, bah ça c'est un truc effectivement qu'il faut qu'on ait en tête. Euh, je vais vérifier parce qu'il me semble que non. Je suis quasiment sûr que c'est vraiment quand on sauvegarde. Après, peut-être que quand on rajoute l'observation dans le suivi KO, peut-être qu'elle s'ajoute automatiquement dans mes observations, mais je pense que non parce que je pense que c'est uniquement quand elle est validée en fait. Donc après, il y a l'heure des observations quand même qui est indiquée du coup sur les observations qui sont faites. Donc peut-être qu'en notant l'heure et en commençant par associer l'heure à l'oiseau, peut-être que derrière on peut dégager, on peut refaire le lien entre l'identifiant unique et l'oiseau marin. Ça peut être une solution. ouais, parce que Mais bon, ouais, enfin, moi, ouais, suite aux tempêtes là, bon, j'avais fait moi pour me ouais, j'ai vu que tu avais familiariser fait un petit quelques peu suivis. avec l'appli. J'avais regardé un petit peu pour me familiariser quoi avec l'application et Ouais, puis mais j'ai rien ramassé hein, parce qu'on n'était pas dans le protocole. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et mais c'est pas évident parce que bon, si on voit plusieurs oiseaux à peu près en même temps dans le même espace, Mm, au mm. même, à la même heure, ça va pas être facile à s'y retrouver quoi. Ouais, c'est la difficulté. Alors après, à noter aussi que, comme je disais, si vous voyez plusieurs oiseaux qui sont échoués au même endroit, ne les collectez pas, hein. C'est un risque potentiel grippe aviaire, donc faut pas y toucher. Après, du coup, vous pouvez du coup auquel cas là, vous pouvez les reporter. Et là, l'identifiant unique, il est moins important. L'identifiant unique, il est réellement très important si c'est des oiseaux qu'on a collectés. C'est plus dans ce cadre-là. Donc, si c'est 5 oiseaux que vous n'avez pas collectés, c'est pas très grave finalement, quoi. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et par contre, c'est quelque chose que je note. Et peut-être qu'on peut voir pour que l'identifiant unique apparaisse à la fin de l'observation, de l'ajout de l'observation. Ça, c'est un truc que je note. On va pas pouvoir le changer tout de suite. Donc, malheureusement, là, pour les suivis de cet hiver, il y aura toujours ce Ouais, défaut-là. Mais ouais, non, c'est tout une à très fait. bonne remarque de ta part, ouais. Ok. Je vois qu'il y a pas mal de questions. On va commencer dans l'ordre. Il y a Fabienne qui avait levé la main. Oui, alors bonsoir. Moi, je voulais juste signaler que ma mairie, Bois, à côté de Saint-Genis Ouais, de Saintonge, nous a envoyé un arrêté du 28 novembre ok, du ministère de l'Agriculture qui fait état de l'élévation du niveau de risque grippe aviaire de ok, négligeable à modéré. Hein. ok, très bien. Alors, à quel endroit, s'il vous plaît? Et bien pour toute la France. Ok, mais c'est dans quelle commune précisément qu'ils ont... Oui, parce qu'on arrive à l'hiver, donc je pense que c'est pour ça qu'ils en parlent, parce que l'année dernière, on a eu beaucoup de cas. À voir si on a d'autres retours, du coup. C'était, excusez-moi, du coup, Fabienne, c'est à quel endroit exactement? Bois, À Bois. à côté de Saint-Genis de Saintonge. Je connais ni l'un ni l'autre, je suis désolé, c'est dans quel département? C'est dans le sud, mais c'est en Charente-Maritime, c'est dans le sud de la D'accord, ok. Charente-Maritime. Compte sur moi. Ok, très bien, merci. Bah, je le note, mais oui, ok, merci beaucoup. J'imagine qu'il va y avoir d'autres interventions là, avec toutes les mains qui se sont levées par rapport à ce sujet. Euh, Ouais. Philippe, tu as un truc à dire peut-être par rapport à ça?
Oui, par rapport à la question d'avant, là, juste ce matin, Ouais, j'ai lu dans le journal, il y a un élevage d'Inde en Bretagne qui a été contaminé et il y ah, avait un goéland qui était apparemment pas en forme et qui se nourrissait tout le temps à cet endroit-là. Donc c'est pour ça qu'ils ok. ont relevé le niveau d'alerte sur la grippe aviaire. Ok, très bien. Très bien. Bah, moi, je vais refaire le point avec l'Adréal semaine prochaine pour voir quel est leur avis sur le sujet dans tous les cas. De toute façon, effectivement, c'est très délicat la grippe aviaire, ça va très vite, hein, donc le niveau d'alerte peut monter d'un seul coup. Là, l'objectif, de toute façon, pendant les collectes, donc comme je disais, je refais le point avec l'Adréal avant le premier suivi, mais pas trop de temps avant pour quand même avoir une info un peu fraîche. Et après, j'essaierai de le faire entre chaque suivi, idéalement. Donc voilà, j'enverrai un mail entre chaque suivi et j'essaierai d'appeler, de doubler d'un appel à chaque fois. Ce qui est compliqué, c'est que l'année dernière, l'Adréal, on n'avait pas eu beaucoup de retours là-dessus. Je pense que le temps que l'info remonte, en fait, c'est compliqué. Ce qu'il faut, c'est être à l'affût de, bah, typiquement, ce dont parlait Fabienne ou ce dont tu parlais là, Philippe, de ce genre de petits événements-là pour certaines zones. Et à ce moment-là, vous contactez peut-être directement, moi je m'occuperai de contacter directement les zones pour voir avec eux comment procéder. L'année dernière, on avait eu une quarantaine qui avait été mise en place à l'île de Ré. Évidemment, s'il y a une quarantaine qui sort quelque part, faut directement qu'on arrête de collecter. Ça n'empêche pas de continuer de faire les suivis. Mais effectivement, dès qu'il y a des risques grippe aviaire à des endroits qui sont avérés, on collecte plus, quoi. C'est des questions bien sûr, de sécurité avant tout, ouais. Jean-Michel? Oui, je mets mon micro. Oui, bonjour à tous. La question qui a été reposée par le prédécesseur, mais celui d'avant, moi j'avais résolu le problème l'année dernière parce on avait collecté, on avait pas mal d'oiseaux de la même espèce Ouais. assez proche. Alors, c'est que j'avais un carnet, je mettais un numéro 1, 2, 3, 4, 5 que je mettais dans chaque, je numérotais l'ordre de Ah ouais. récolte. Alors, je voulais savoir si c'était possible de le faire. Est-ce que lorsqu'on a les numéros d'identification, on a bien de façon chronologique les oiseaux ou par Oui. espèce? Sauf, alors, arrête-moi, Francis, si je me trompe. Alors, je vais regarder dans mon diapo parce que j'avais une. Normalement, quand on va là. Ouais, regardez, dans date du suivi, là, dans détail des observations, date du suivi, on a l'heure qui est notée. D'accord, donc on peut le Donc, faire, on pourra ouais, fonctionner comme ça. ça peut être une D'accord. solution. C'est pour ça que je Bah, disais tout à l'heure à Francis qu'on peut peut-être noter l'heure aussi, mais du coup, numéroter, c'est encore plus simple, je pense, effectivement. ouais, le problème, c'est que on va pas tout ramasser, on va ramasser que les oiseaux frais. Donc, Ouais. on peut signaler des oiseaux morts, Ouais. mais pas tous les ramasser, quoi. Donc, c'est ça le problème, quoi. Parce Comment que ça? c'est le quatrième du carnet qu'on a ramassé, le cinquième. Bah là, pareil, du coup, si vous notez par les observations, enfin, même ceux que vous observez, vous les notez. Après, vous déduisez dans les observations que c'est le cinquième, par exemple, que vous avez observé et donc ramassé. Vous faites un petit signe à côté du 5, quoi, par exemple, je sais pas, pour dire que vous l'avez ramassé, une croix ou un V. Ouais, non, mais on va se débrouiller, hein, ça, on arrivera à se débrouiller, mais c'est Mais vrai que c'est quelque chose que j'intègre, effectivement. ouais, c'est une, enfin, comment dire, un perfectionnement de l'application qui est peut-être à prendre en compte, quoi. Ouais, Là, tout à on va se fait. Tout à fait. débrouiller, C'est un truc, vraiment. moi, je vais voir avec le développeur, à savoir que tous les changements, on les fera de toute façon après les retours, notamment de cet hiver. Donc là, déjà, dans l'enquête, n'hésitez pas à donner un retour. Et même plus tard, vous pourrez y répondre à nouveau si besoin ou me faire remonter des choses, il n'y a pas de souci. Et nous, avec tout le partenariat du Live Civil, donc les Espagnols et les Portugais inclus, on va faire les différents changements. C'est le premier test grande nature qu'on fait en France, donc il y aura sûrement pas mal de choses à changer. Mais là, typiquement, ce genre de remontée, Francis, c'est intéressant. N'hésite pas à en parler, ouais, même dans l'enquête, et moi, je le garde en tête. Philippe? Oui, je remets mon micro. Oui, concernant la non-collecte d'oiseaux, Ouais, quand il y en a trois par exemple ensemble, oui. on sait très bien que quand il y a des gros week-ends, enfin des gros week-ends, des grosses journées de tempête, ça va arriver et Hmm. on peut pas accuser la grippe aviaire là-dessus, quoi. Donc c'est un peu con de pas ramasser. Ou, Bah, je sais pas, c'est dans ce cas, ou alors à ce moment-là, il vaut mieux appeler avant l'OFB, quoi, vérifier, quoi. Bon, après, si vous avez les compétences sur le terrain de le savoir, ok.
Mais c'est plus de 3 oiseaux de la même espèce qui sont au même endroit. En tout cas, c'est considéré comme un signe potentiellement indicateur de grippe aviaire. C'est mieux d'appeler l'OFB au préalable, moi, je pense. Après, c'est des oiseaux qui sont vraiment au même endroit, quoi. S'ils sont répartis sur une quinzaine de mètres sur la plage, c'est différent. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'ai mis ça sur le Ouais. chat, moi, mais c'est par rapport au droit de transport des animaux morts. L'année dernière, on Oui. avait eu une autorisation qui s'arrête en 31 décembre, je crois, en 2023. Est-ce qu'on aura la même autorisation pour 2024? On l'a eu pour la durée du projet, si je dis pas de bêtises, l'autorisation de Réal. Et j'avais revu avec l'Adréal, mais normalement, il n'y a pas de souci. On n'avait pas de nouveaux collecteurs, je crois, en Loire-Atlantique cette année. Non, elle est pour la durée du projet, l'autorisation. Ouais, Jean-Michel? Oui, Guillaume. Ouais. Donc, j'ai 2-3 petites questions. Ouais, vas-y. Est-ce que tu enverras les dates fixes de tous les 15 jours des week-ends, sachant qu'il y en a un qui est septembre autour de 1er janvier, hein? Voilà ce que je voulais savoir dans un premier temps. Et est-ce que tu as un retour des analyses aussi de diversité concernant ce qui se trouvait dans les corps des oiseaux qu'on a ramassés l'année dernière? Ouais. Alors, je vais reprendre tes questions. La première, parce que moi, j'ai bien entendu parce qu'il y avait pas mal d'écho. Attends, j'arrive le son. La première question, c'était, excuse-moi, c'était de... Tu parlais de tous les 15 jours. Est-ce que tu enverras les dates? Oui, les dates sont déjà dans le protocole, mais je peux faire un rappel sans problème. Ouais, toutes les dates sont dans le protocole. En sachant que, oui, j'ai bien conscience qu'il y a des dates qui sont pas du tout idéales, qu'il y a des dates où on aura moins de suivi, où on aura beaucoup moins de bénévoles qui seront dispo. C'est quelque chose dont j'ai bien conscience. Maintenant, encore une fois, c'est parce qu'aussi, il faut bien garder ça à l'esprit. On est là aussi pour tester le réseau échouage, pour l'après Sibyl, commencer à se caler déjà sur les protocoles. Donc, c'est aussi l'idée. En ce qui concerne... On fait au mieux, quoi. Comment? On fait au mieux à ces dates, c'est ça, on va dire, sensibles. Voilà. Oui, c'est ça. Le premier de l'an, j'imagine qu'il n'y aura pas grand monde à 8h du matin en train de faire des suivis, quoi. Mais effectivement. Et la deuxième question, donc sur les résultats des oiseaux, on a des éléments préliminaires. Donc pour l'instant, sur l'ensemble des mois de tridactyle qui ont été analysés, il y en a 100% qui auraient du plastique dans l'estomac. Mais il faut qu'on analyse le type de plastique, le polymère, ça prend un certain temps. Il y a un deuxième jet d'analyse qui est prévu là en décembre. Donc pour l'instant, on attend de s'assurer des résultats. Ça prend un poil de retard avec l'Université de La Rochelle, malheureusement. Moi, je vous tiendrai au courant dès qu'on a des trucs assez consistants là-dessus. Mais en théorie, je peux pas communiquer sur les résultats tant qu'on n'a pas analysé les types de polymères qui ont été retrouvés dans ces oiseaux échoués-là. Donc qu'on se soit assuré que c'est du plastique, en fait, tout simplement. J'ai une dernière question, je vais en profiter. Ouais. Est-ce que si tu n'as pas l'autorisation de l'Adréal, avec les délais que tu as indiqués, est-ce qu'on fait quand même les collectes ou pas? Mais j'ai l'autorisation de l'Adréal. Hein. L'autorisation. Alors, vous mettez un doute affreux là, j'aime pas du tout ça. Mais l'autorisation au niveau de l'évolution de la grippe aviaire. Ah oui, pardon, ok. Pardon. L'évolution de la grippe aviaire, si j'ai l'autorisation de l'Adréal pour collecter, moi l'instruction ce sera de collecter. Et après, effectivement, si le risque grippe aviaire continue d'augmenter, bah là on verra pour pourquoi pas acheter du matériel aussi bénévole ou arrêter carrément de collecter à certains endroits. Ouais. D'accord. Ce sera en fonction de ça, ouais, tout à fait. D'accord. Non. Et vous-même, comme je disais plus tôt, parce que malheureusement, l'Adréal parfois n'est pas toujours le plus à jour par rapport à ça. Oui, exact. En réalité, c'est compliqué d'être très à jour, hein. Que ce soit nous, que ce soit l'OFB, que ce soit l'Adréal, c'est souvent des petites infos diffuses qu'on a à droite à gauche. Et le temps, en fait, qu'on sache qu'il y a la grippe aviaire, bah, il y a déjà la grippe aviaire depuis longtemps, quoi. Donc, c'est la difficulté. Mais oui, ce sera en fonction aussi bien sûr, des indications de l'Adréal, ouais. Jean-Michel, tu voulais intervenir? Oui, c'était sur le repérage des oiseaux entrés dans l'ICAO, mais non ramassés. Oui. Alors, est-ce qu'on se met d'accord sur, par exemple, mettre un lien à une patte pour que ça ne soit pas rentré une deuxième fois?
Non, je sais plus si je l'avais précisé dans le protocole, c'est une très bonne question. C'est quelque chose qui avait été fait, les notions de double comptage. Donc en fait, le truc du double comptage, c'est soit tout le monde l'applique, soit personne ne l'applique. Si certaines personnes l'appliquent, mais pas d'autres, ça met un biais. Donc on en a pas mal discuté et on s'est dit, enfin en interne, et on s'est dit, on va tester que tout le monde double compte, c'est pas grave. Et comme ça, après, si on a du double comptage, c'est comme ça, c'est la vie. Et parfois, on arrivera à déterminer que c'est du double comptage parce que c'est 2 fois le même oiseau au même endroit. Par exemple, sur les week-ends de suivi Sibyl, peut-être qu'on pourra deviner que cet oiseau-là est en fait le même. Mais on indique tout ce qu'on a, toutes les observations. Même si on sait que ça a été compté auparavant d'ailleurs. Oui, j'ai une autre question. Est-ce que les services techniques des mairies, ça leur arrive chez nous, oui. En Loire-Atlantique, là, les services techniques prélèvent les oiseaux, enfin certains oiseaux morts comme ça, et les mettent dans un congélateur en attendant. Oui. Je voudrais savoir quelle est la conduite à tenir pour eux dans ces cas-là. Comment ça, la conduite à tenir? Est-ce qu'ils doivent avertir l'OFB ou bien comment les oiseaux risquent d'être acheminés après, tu veux, vers les cliniques vétérinaires? Pour les oiseaux morts, tu veux dire? Oui, pour les oiseaux morts. Ouais. Alors, je connais pas le process des mairies, précisément, j'avoue. J'imagine qu'ils préviennent l'OFB, ouais. J'imagine. Parce que je suis en lien régulièrement avec eux et je sais qu'ils en ramassent quand même un certain nombre et donc les mettent en attente. Que je puisse, par exemple, les acheminer vers une clinique vétérinaire. Donc ça peut être possible pour moi aussi. Mais je voudrais savoir pour eux s'il y a une conduite particulière pour les mairies, quoi. Normalement, il leur faut aussi des dérogations, j'imagine. Des dérogations pour la collecte et le stockage, comme on a à l'échelle du projet. Et après, effectivement, s'ils peuvent prévenir l'OFB, je pense que c'est encore mieux. Ok. Jean-Michel, tu voulais rajouter quelque chose? Désolé. Est-ce que la liste des oiseaux de l'année dernière est toujours la même cette année? Je suis désolé, attends, il y a eu un gros écho. La liste des oiseaux collectés l'année dernière. Oui. On avait une liste. Ouais. Est-ce que c'est toujours la même cette année? C'est toujours exactement la même. Elle est dans le protocole également. Alors, ça, c'est également une bonne question parce que c'est quelque chose qui, en fonction des analyses de l'Université de La Rochelle, va peut-être évoluer légèrement. Notamment, je pense à la mouette tridactyle. Je pense qu'on va pas. Il y aura sûrement. J'ai demandé à Jérôme de me prévenir en fait une fois qu'il a fait les analyses sur la mouette tridactyle. Je pense qu'on avait suffisamment de spécimens puisqu'on en avait une trentaine l'année dernière. Oui. Du coup, probablement la mouette tridactyle, il y aura l'instruction au milieu des week-ends de dire ok, maintenant on collecte plus forcément la mouette tridactyle. Pour l'instant, ça bouge pas. Mais effectivement, ça peut être amené à évoluer en fonction des résultats que va nous donner l'Université de La Rochelle. D'accord. Parce qu'année dernière, on ne collectait pas le macareux et hélas, il y en avait. Hein. Ouais, tout à fait. Donc c'est dans la liste. D'accord. Ouais, tout à fait, c'est dans la liste. Merci Guillaume. Merci à toi Jean-Michel. C'est une très bonne question d'ailleurs. Est-ce qu'on en a d'autres? Questions ou interventions d'ailleurs? Ça peut être les deux. Ouais, Jean-Michel. Oui, comment on estime l'état de décomposition avancé qui fait qu'on ne récolte pas la carcasse? En gros, si vous voyez que la carcasse est ouverte, par exemple, et qu'il y a des organes de loin, vous voyez qu'il y a des organes qui manquent, c'est pas la peine de la ramasser forcément, on va dire. Si elle est déjà en état de décomposition au niveau du buste, on va dire, s'il manque une aile, c'est pas grave. Même s'il manque les 2 ailes, c'est pas grave. Parce que de toute façon, ce qu'on va chercher à analyser le plus, en fait, se trouve dans la partie centrale de l'oiseau marin. Donc, si vous voyez que la carcasse est vidée à l'intérieur, pour le coup, c'est pas la peine de la ramasser. On a le temps de prendre une dernière question, si vous voulez. Ouais, Philippe.
Oui, alors je posais ma question par écrit, je l'ai dit verbalement. Ah, pardon, je n'ai pas regardé le chat. Oui, ce serait bien qu'on puisse se connecter là par région en tout cas, parce que moi j'aimerais Ouais. savoir qui va intervenir sur le 64, le 40 et le 33. Tout à fait, c'est l'enjeu. Alors en fait, c'est Philippe aussi. Avec Philippe, là, on a recommencé à en parler récemment. Pour aussi, alors Annabelle m'a parlé donc d'un nouveau bénévole qui se grefferait, donc je t'ai rajouté dans la boucle. Et là, effectivement, oui, il va falloir qu'on se coordonne. Après, à vous d'échanger aussi, peut-être par mail, peut-être qu'on peut prévoir une réunion si vous préférez, mais pour voir un peu quel bénévole irait prospecter à quel endroit. Si vous voulez, on peut se caler un créneau. Admettons la semaine prochaine, je peux regarder mes disponibilités, je vous enverrai une invitation. Ou des propositions de date en tout cas. Ça peut se faire par mail, par téléphone. Ouais. Moi, je propose qu'on puisse échanger avant, là, si tu veux. Philippe, entre Philippe, on va se comprendre. C'est ça. Ouais, parce que oui, du coup, effectivement, là, le but après, ça va être de pas doublonner. Enfin, ce serait de pas envoyer des bénévoles 2 fois par organisation. Ouais. Autant pas se marcher dessus là-dessus. Donc à la limite, à voir si vous préférez, c'est un truc qu'on peut faire par mail aussi. Je vous renvoie un mail si vous voulez à ce moment-là. À vous deux, plus du coup le bénévole dont parlait Annabelle et en mettant Annabelle en copie, comme ça on aura peut-être les infos là-dessus. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez encore des doutes sur les secteurs, etc., ce qui peut arriver, parce que peut-être que tous les bénévoles n'ont pas choisi d'ores et déjà des transects, ce que je peux comprendre. Mais au moins avoir une idée globale, peut-être, comme dit Philippe, du secteur d'intervention. Ouais, Philippe, tu voulais compléter peut-être. Oui, redire, pour les tronçons, moi je les ai choisis sur le 64 et le 40 et je m'apprête à faire pareil sur le 33, mais peut-être que mon choix il ne va pas convenir à d'autres, quoi. J'essaie de faire des choix très logiques à partir d'un point d'accès facile et que tout le monde peut retrouver sur la carte. Et ces tronçons de 3 km, il faudrait les propager entre nous parce que sinon, si on ne se met pas d'accord là-dessus, ça va mal partir. Ce qu'il faut, c'est que chacun sélectionne. En fait, c'est le tronçon de 10 km et après, c'est au sein du tronçon de 10 km qu'il y a le transect de 3 km. Donc, à partir du moment où tout le monde s'attribue des tronçons par secteur, normalement, on devrait y arriver. Oui, mais est-ce que ce tronçon de 3 km, c'est le même pour toutes les personnes qui cherchent? Comment ça? Tu veux dire au sein de. Attends. En fait, tu vois la liste des tronçons que j'avais envoyés. Oui. En gros, chacun de ces tronçons que j'ai envoyé, il fait 10 km de base. Oui. Donc, il fait pas 3 km, il fait 10 km. Et au sein de chacun de ces tronçons, c'est 3 km. Donc, c'est une portion de 3 km dans le tronçon, mais pas plus. Donc, ça veut dire qu'il y a une prospection par tronçon par week-end. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est forcément à partir du moment où les zones de tronçon initialement de 10 km sont réparties entre vous. En principe, il ne pourra pas y avoir de doublon sur ce tronçon-là. Je ne sais pas si c'est clair. Mais non, c'est pas clair du tout pour moi. Ok. Je comprends par exemple qu'il y a un tronçon, le TR40 par exemple, le -9 là, oui. Qui fait disons 9 km. Moi, dans ce tronçon, on me demandait d'en prospecter que 3 km, mais est-ce que ces 3 km que j'ai prospectés, ce seront les mêmes que ceux que vont devoir prospecter les autres année après année ou week-end après week-end? Oui, tout à fait. Week-end après week-end, c'est le même transect à chaque fois, ouais. Tout à fait. Oui, pour moi, mais pour les autres aussi. Enfin, pour tous les bénévoles, pour tous les transects, quoi. Oui, donc ce tronçon 3 km, il faut qu'il s'impose à tout le monde. Or, personne ne les connaît pour l'instant, ces 3 km. Après, ils seront communiqués. Et c'est pour ça que c'est important de se coordonner aussi. Et effectivement, comme tu dis, là, comme il y a plusieurs bénévoles potentiels qui vont aller dessus, oui, effectivement. Mais moi, pour le coup, les tronçons, les transects, pardon, une fois qu'ils sont faits, je peux les ressortir via ICAO et vous envoyer les coordonnées directement. Ça, c'est un truc que je peux faire aussi. Ouais, non, mais là, cette histoire de tronçon, là, je pense que ça va donner des gags. Je pense qu'il faudrait, avant que ça démarre, il faudrait envoyer les tronçons de 3 km. En fait, c'est le but aussi, moi, que je proposais aux coordinateurs locaux. Moi, je peux pas. En fait, c'est ce qu'on discutait par mail, Philippe, l'autre jour, mais moi, je peux pas. En fait, si je présélectionne 3 km par tronçon maintenant, j'ai pas de connaissance des enjeux locaux. Donc, le mieux, c'est que ça se fasse entre le coordinateur local et les bénévoles, en fait, à mon sens. Après, peut-être que je me trompe et on peut voir, à la limite, je peux présélectionner un 3 km par tronçon qui est proposé. Mais le problème, c'est qu'il y a de grandes chances que ça colle pas du tout à la réalité du terrain, que ce soit des zones potentiellement pas praticables parfois, ou qu'il n'y ait pas d'accès. Enfin, je trouve que, à mon sens, en tout cas, c'est peut-être plus simple si les bénévoles te disent à toi directement, on va prospecter de là à là,
toi, à la limite, tu le notes sur le côté et tu dis, OK, ce sera ces tronçons-là et tu le partages avec nous. Ou alors tu choisis pour eux et tu leur donnes ça, quoi. Mais moi, je peux aussi donner des transects de 3 km au sein des tronçons, mais encore une fois, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à retaper si je fais ça, quoi. Bon, moi, je pense que dans un premier temps, Guillaume, là, si tu peux nous envoyer à tous les deux nos coordonnées chacun, parce que tu vois, moi, je connais pas du tout Philippe. C'est la première fois que j'ai contact avec lui. Moi, tu vois, j'attendais cette réunion et j'allais balancer, moi, tout mon réseau, j'allais balancer des demandes de coopération. Et je suis pas au courant du tout qu'il y a quelqu'un d'autre qui est susceptible de faire la même chose. Donc voilà, c'est. Après moi, du coup, là-dessus, on en avait quand même parlé par mail. Enfin, normalement, tu es dans la boucle. On avait eu des premières réunions, mais on peut en refaire une si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. À la limite, le mieux, ce que je vous propose, je vais vous envoyer un lien. On va refaire une réunion la semaine prochaine ensemble sur la partie réseau Nouvelle-Aquitaine, et on va discuter de tout ça ensemble. Et on va pouvoir démêler ça. Il n'y a pas de souci. Ça vous va? Oui. Okay. Et moi, pour préparer cette réunion, je vais vous envoyer les tronçons de 3 km que j'ai cru devoir choisir dans le 64 et le 40. Ok, super, ça marche. Merci beaucoup à vous deux. Je regarde juste rapidement le chat parce que je voyais qu'il y avait une question aussi. Déjà de Guillaume. Concernant les fous de bassin infectés, je connaissais les hérissoirs en cas de survie au virus. J'ai bien suivi, je précise que l'œil est blanc. Ouais, l'œil est blanc. En tout cas, c'est une info que j'ai eue de la part des Galalia et des centres de soins. Donc, si vous en avez d'autres, peut-être iris noir, je vais me renseigner, mais ça me dit rien. Ouais, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a une toute dernière question et après on va arrêter par contre, Jean-Michel? Oui, je reviens sur les tronçons parce que je crains d'avoir mal compris. D'accord. Moi, j'avais cru que le tronçon était à faire par une collecte une fois. C'est-à-dire, il fallait parcourir les 10 km, les 9 ou 10 km. Non, pas du tout. Non. En fait, les tronçons qui ont été envoyés sont des tronçons qui font 10 km de base. Et après, il faut prospecter 3 km au sein de ce tronçon. Et ce sera la même bande toujours de 3 km de week-end en week-end. Exactement. Oui. Exactement. Donc, raison pour laquelle aussi, et je comprends tout à fait, Philippe dit, bah oui, mais il faut qu'on se coordonne, nous, entre coordinateurs locaux. Oui. Donc, il faut qu'on crée un lien là-dessus parce que c'est vrai qu'on a eu des premières réunions où Philippe était pas dispo et du coup on n'a pas pu forcément se coordonner correctement là-dessus, mais pas de souci, on va refaire un point à ce sujet-là. S'il y a besoin d'autres points sur ce sujet, il n'y a pas de problème, on peut refaire des réunions. On a encore quelques jours devant nous, donc voilà. Ok. Et merci à toutes et tous pour votre présence en tout cas. D'avoir répondu présent et présente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous enverrai toutes les infos. Philippe, je vous recontacte. On va se faire un point ensemble, du coup, pour démêler tout ça. Et voilà. Et merci pour, malgré l'heure tardive, d'être venu. Excellente soirée. Tout le monde. Au revoir. Bye. Okay. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.